Bonjour Laure Westphal. Bonjour. Merci d'être sur le plateau. Vous êtes docteur en psychopathologie, enseignante à Sciences Po. Bonjour Benoît Jude. Merci également d'être présent. Vous êtes détective privé spécialisé dans les cas d'emprise mentale et de dérive sectaire parce que la question se pose en l'occurrence. Avant d'aborder ce volet secte de cette affaire, Laure Westphal, ce qui frappe, ce qui me frappe, c'est la qualité des propos rapportés par ce jeune adolescent de 17 ans, une forme de lucidité à la fois dans sa volonté de quitter le groupe dans lequel il était, et dans ce qu'il dit à sa grand-mère, dans ce qu'il dit à cet étudiant qui le ramasse en autostop. Oui, ça signifie qu'il a quand même bénéficié d'une bonne construction subjective avant d'être parti effectivement en Espagne, au Maroc, etc. Enfin, je veux dire, il a quand même bénéficié d'un environnement familial suffisamment stable, même si sa mère était qualifiée d'instable, et que la garde a été donnée à la grand-mère. Donc, il a pu se nourrir de cet appui, de ces repères-là, pour ne pas perdre complètement ses repères si effectivement il a été embrigadé dans une possible secte, enfin du moins dans une communauté quand même suffisamment particulière pour dire que le monde réel n'existe pas et des choses comme celle-là. Donc ça signifie qu'il a gardé quand même un certain nombre de repères et c'est grâce à ça qu'il a pu se souvenir de sa grand-mère qu'il a contactée en lui disant qu'il l'aime quand même. Donc voilà, les repères affectifs sont restés tout ce temps. Est-ce qu'un retour à une vie normale, sociabilisée, une vie classique, on va dire, est facile ou est problématique quand on a vécu 6 ans comme cela, un peu dans un fonctionnement hybride ou différent? Alors bon, déjà, ça doit être difficile quand même que sa mère l'ait emmené, l'ait déscolarisé et rompu quand même une application de justice. Enfin, c'est particulier Ce déjà qu'elle disait avant l'enlèvement, d'avoir elle disait qu'elle ne voulait pas qu'il aille à l'école. d'avoir à se construire face à une mère qui peut-être en voulant le protéger, l'a quand même mis en danger. Donc ça va pas être, c'est pas facile de se construire comme ça. Et puis après, il va s'agir de savoir ce qui s'est passé réellement pendant ces 6 ans. Parce que là, il dit qu'il n'y a pas eu de violence physique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu de violence psychologique? On ne sait pas. Et peut-être que lui-même ne peut pas très bien encore le déterminer, puisqu'il va falloir du temps pour réaliser dans l'après-coup ce qui s'est passé pendant 6 ans. Benoît Jude, je précise, détective et spécialisé dans les cas d'emprise mentale et de dérive sectaire. Est-ce qu'on est dans un cas, selon vous, d'emprise mentale et de dérive sectaire? Alors, c'est l'enquête qui déterminera de quelle manière a pu se dérouler les faits. Pour être plus précis au niveau juridique, l'emprise mentale, on l'appelle suggestion psychologique. C'est une infraction, l'abus de faiblesse par suggestion psychologique. Ça nécessite vraiment de voir en fait le mode de fonctionnement du groupe à l'intérieur. Et seule l'enquête judiciaire pourra nous en apporter un C'est-à-dire peu qu'il y a des plus. comportements qui font qu'on est dans des dérives sectaires. Exactement, faut qu'il y ait, par exemple, le texte de loi nous dit qu'il faut qu'il y ait des pressions graves et réitérées, ou des techniques propres à altérer le jugement d'une personne. Là où on peut avoir les premiers points d'interrogation, c'est qu'il y a une volonté de la maman de ne pas mettre l'enfant à l'école, j'allais dire l'école classique, républicaine. C'est ce qu'elle dit. En fait, elle voulait pas qu'il. Elle l'a clairement dit avant de partir avec lui. A priori, voilà, à vérifier, mais ça peut masquer en tout cas déjà, en tout cas c'est un phénomène nous qu'on connaît un petit peu dans le milieu de la lutte contre les dérives sectaires, ça peut masquer un certain nombre de croyances un petit peu complotistes autour du fait que l'école peut véhiculer des croyances qui ne correspondent pas à celles qui sont à l'intérieur du groupe en question qui reste encore à identifier. Ce qui frappe, c'est que là, je m'adresse plus au détective privé, c'est qu'il a disparu il y a 6 ans. La grand-mère dit, elle a des doutes sur le fait qu'il soit parti au Maroc avec la mère et le grand-père. Et en fait, 6 ans plus tard, il part lui parce qu'il prend la fuite. Alors, on saura sans doute ce qui s'est passé pendant ces 6 ans, mais est-ce que ça paraît logique qu'il n'y ait jamais eu aucune avancée? Il soit passé du Maroc, de l'Espagne à la France, il a bougé aussi en France, dans une communauté itinéraire. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un problématique dans la gestion de l'enquête pour le retrouver, ce garçon? Nécessairement, de toute façon, dès que c'est transnational, c'est un peu plus compliqué pour les services pour pouvoir dérouler une enquête, puisque ça nécessite des partenariats entre services d'enquête. D'un pays à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes définitions de ce qu'est une dérive sectaire ou une suggestion psychologique. Un simple exemple, par exemple, l'abus de faiblesse par suggestion psychologique existe en France, en Belgique et au Luxembourg, mais pas en Angleterre, en tout cas pas sous la même forme. Donc il peut y avoir une différence de traitement sur, j'allais dire, l'appréciation pénale ou pas du dossier, en fait, au-delà de l'aspect moral ou sectaire, parce qu'il faut retenir qu'en France, la secte n'a pas de définition juridique, c'est pas interdit. La dérive sectaire non plus, mais ça c'est un certain nombre de critères qui a été posé par la Miviludes pour les repérer. Ce qui est interdit, c'est l'abus en fait, l'abus de faiblesse par suggestion psychologique, donc notamment via des thématiques sectaires. Abus de faiblesse par suggestion psychologique, est-ce que vous validez la dénomination? Et si oui, comment on se remet de
d'avoir été l'objet d'un abus de faiblesse par suggestion psychologique? Est-ce qu'il faut retrouver un référent avec un fonctionnement psy différent? Il s'agit de retrouver des repères symboliques, parce que là, les repères symboliques ont tous été évacués, mais là où c'est ambigu, je pense, c'est qu'il y a effectivement cette emprise éventuellement sectaire, mais ce serait intéressant de faire des investigations sur l'état psychologique de la mère, Bien sûr. en fait, parce que bon, c'est pas impossible qu'elle-même était dans un état psychique tellement altéré qu'elle ne réalisait pas très bien ce dans quoi elle était prise. Je rejoins l'hypothèse complotiste. Enfin, si ça se trouve, c'est pas impossible qu'il y ait eu un petit sentiment de persécution quand même qui ait donné lieu à l'envie de s'assujettir à cette secte. Enfin, je pense qu'il y a une articulation entre des problèmes peut-être sectaires et psychologiques peut-être lourds. Une dernière question avant de vous libérer. Est-ce que changer de référent, ça permet de retrouver un cadre plus classique, plus normé, de sortir de... Pour l'enfant ? Oui. Ah, mais déjà... Immédiatement à cet âge-là? Bah, ça peut... Lui-même, il a demandé à retrouver son référent légal. Sa grand-mère. Voilà. Et donc c'est extrêmement bon signe. Ça veut dire qu'effectivement, il connaît son ancrage, il connaît les lois, et il sait où aller pour se sentir mieux. Il a des ressources extrêmement importantes. Autant, mais la façon dont il parle, effectivement, le prouve. Merci beaucoup, Laure Westphal, d'avoir été sur le plateau Benoît Joux. Je vous retrouve dans les prochaines minutes.